how far. I never gave much more from the heart. Forever trusting who we are. Donc bonjour, aujourd'hui nous sommes à Chassagne-Montrachet donc avec Thibaut Moret, domaine Moret-Coffinet. Bonjour Thibaut. Salut. Bon, tu peux nous raconter un peu l'histoire du domaine ? Eh ben oui, c'est en fait deux domaines de Chassagne-Montrachet, donc domaine Marc Moret et domaine Fernand Coffinet. Donc des vignes des deux côtés, ma mère qui s'est mariée avec mon père et puis donc le domaine Moret-Coffinet est né. En quelle année ? En 78. D'accord. Voilà, donc 8 hectares et demi, quasiment la totalité sur Chassagne et puis une petite partie à Puligny les Pucelles. D'accord. Tu étais destiné à reprendre le domaine ou tu t'es réorienté ? C'est quoi un peu ton parcours ? Non, j'ai pas beaucoup hésité en fait. Je me suis directement lancé à, je sais plus, autour de 14 ans, quand j'étais en troisième, qu'on m'a demandé où est-ce que je voulais aller. Pour moi, c'était une évidence. Je voulais aller à la Viti, apprendre ce métier-là. Je suis dedans depuis tout petit, dans la cave, sur le tracteur avec mon père. Donc il n'y a pas de doute possible en ce qui me concerne. Je vais droit au but. Donc là, tu as fini de rentrer le millésime 2018 il y a quelques jours. Ouais. Donc pour toi, c'est un millésime assez important puisque c'est le premier qui sera certifié en agriculture biologique. Donc Ouais. qu'est-ce qui t'a conduit justement à faire ce choix de passer en conversion à l'agriculture biologique ? Il y a pas mal des raisons, mais je vais dire que l'arrivée de ma fille Céleste a contribué en grande partie. Je pense que leur laisser des sols sains et un environnement sain également pour l'avenir, je pense que c'était ce qui est le plus important. Et puis après, c'est aussi bien sûr pour le consommateur, pour nous qui travaillons dans la vigne, pour nos salariés. Voilà, plein de raisons. Pour moi, c'est l'avenir. On ne reviendra pas à la chimie. Donc, voilà, 2018, ouais, premier millésime certifié bio. Donc, j'ai commencé en 2015. Le chemin a été un peu long, un peu chaotique, et des années plus compliquées que d'autres, des moments difficiles. Et je suis assez content. Surtout 2016 où tu as gelé, et puis derrière Ouais, le mildiou qui a été exactement, ouais. très présent. Ouais. Et donc là, 2018, tu penses quoi de ce millésime puisque maintenant tu as les jeux en cave ? Eh ben 2018, c'était pas une année facile, contrairement à ce qu'on pourrait penser à l'arrivée, parce qu'à l'arrivée, on a des raisins très sains, une super qualité, et puis des raisins qui sont arrivés au bout de la maturité assez facilement. Mais ouais, il y a eu des périodes un peu difficiles, comme le mois de juin où il y a eu beaucoup d'orages, on a un peu galéré. Mais bon, je crois que ça fait un peu partie du jeu, et puis à l'arrivée, on a une super récolte. Donc là, nous sommes dans une de tes parcelles les plus grandes et une des plus belles parcelles de Chassagne, c'est la Romanée. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de ce terroir ? Qu'est-ce qui l'identifie, qui fait la différence par rapport aux autres ? Je pense que c'est d'abord une super vigne parce qu'il y a une biodiversité présente naturellement. On peut voir Les bosquets tout tout autour. notre entourage, beaucoup d'oiseaux, beaucoup de plantes, d'arbres. Et c'est une vigne que mon grand-père a plantée, Fernand Coffinet, en 57. Qu'il a planté, il a fait ses greffons, il a enlevé toutes les ronds. C'était une friche avant. Elle n'avait pas été replantée depuis le phylloxéra, donc ça fait un bon moment. Et il a fait tout ça avec son mulet et il a replanté tout seul. D'ailleurs, il y avait même une petite partie de rouge qui était là, parce qu'il n'avait plus de greffons en blanc, il avait même mis un peu de rouge. Donc voilà, c'est une vigne qui a 60 ans maintenant, qu'on travaille uniquement à la main et avec un petit chenillard. On n'utilise pas de tracteur ici pour pas tasser les sols. Et en plus, elle est compliquée à venir avec un tracteur, donc ça m'arrange aussi. It's ours and we live it always. All these words I just don't say. Well, nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. Never cared for what they do. Never cared for what they know. But I know. So close no matter how
how far. Never gave much more from the heart. Forever trusting who we are. Yeah. Oh, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Donc nous sommes désormais dans les Blanchots dessus. Donc on a le Montrachet juste au-dessus et les Dantiens. Donc Thibaut va un peu nous expliquer donc, la différence de terroir entre les Blanchots et les Dantiens. Ouais, et ben sur les Blanchots, là, on est sur un sol un peu plus profond, un peu plus argileux, donc ça fait des vins taillés pour la garde. Et puis un peu plus haut dans la Dantien, un sol beaucoup plus calcaire. On est sur la roche, 30-40 cm, on est sur la roche, on a même du mal à enfoncer un piquet pour palisser. Donc tout à l'heure on a abordé avec toi donc, la bio, mais tu travailles aussi des tisanes, donc tu prépares tes propres tisanes. Ouais. Quelles sont ces pratiques justement qui se rapprochent de la biodynamie, que tu mets en place? Ouais, un peu de biodynamie. Les tisanes, c'est principalement pour renforcer les défenses immunitaires de la vigne. Voilà, et de la mettre dans de bonnes conditions. Donc des tisanes que je prépare en général 8 à 9 fois dans la saison. Donc à base d'ortie, de prêle, camomille, aquilée, pissenlit. Voilà. Tout ça soit en infusion, soit en décoction de prêle. Ouais. Donc là, comme on peut voir au niveau du sol, des petits cailloux, de l'argile. Donc voilà, c'est la composition de la parcelle. Et maintenant, on va aller faire un petit tour aux Dantiens pour voir un peu la différence du sol. Donc maintenant, on a fait quelques mètres, nous sommes dans la Dantien, donc toujours en premier cru. Le Montrachet est encore plus proche. Donc comme Thibaut nous expliquait, donc les sols bien moins profonds, donc on voit beaucoup plus de cailloux. La roche-mère, elle est à combien dessous? Elle est assez proche. Ouais, elle est à 30-40 cm. Donc voilà, un petit substrat d'argile et puis direct la roche-mère dessus. Donc d'où les profils de vin qui diffèrent entre la parcelle en bas plus argileuse avec plus de puissance et ici où on a plus de tension mais aussi un peu plus d'austérité puisqu'on est direct sur la roche. C'est ça. À peu près 50 mètres les séparent et deux styles de vin complètement différents. Donc nous sommes dans les Bâtards Montrachets, donc on va vous parler un peu notamment de ce terroir qui est bien spécifique. Qu'est-ce que tu peux nous dire du sol, Thibaut, notamment au niveau du sol? Eh ben, c'est ce que je précisais à la dégustation tout à l'heure, on est vraiment dans la partie un peu haute des Bâtards, du côté Chassagne, avec des sols très caillouteux. Il y a une belle profondeur de sol quand même, c'est ce qui fait toute la complexité d'un vin comme ça. Alors on est encore sur une jeune vigne qui a une vingtaine d'années. On peut imaginer qu'à l'avenir, plus les années passent et plus on gagne en complexité. Et en puissance. Et en puissance, ouais. Et en richesse. Parce que les racines, bien sûr, vont aller explorer toute cette richesse de sol et vont gagner en complexité à l'avenir. Là, on voit notamment cette année qu'il y a très peu d'herbes. C'est dû à une saison très sèche, hein, parce que d'habitude, tu as quand même un petit substrat de plantes. C'est vraiment spécifique à l'année. Ouais. Le dernier coup de griffe que j'ai passé ici, c'était aux alentours du 15 juillet. Et on peut voir que voilà, quelques liserons, il y a un petit peu quelques plantes qui ont repoussé, mais c'est quand même très rare. Parce que, voilà, on voit vraiment avec le sol que là on vient d'essuyer un gros orage. On voit avec le sol qui est caillouteux,
La terre n'accroche pas, elle colle pas, Ça réussit très vite. elle tasse pas non plus puisqu'on sent Ouais. pas de souplesse au début. Aussi parce qu'on a des sols qui sont très drainants. Du coup, voilà, par l'arrêt des herbants principalement depuis 2002 maintenant, donc ça fait une quinzaine d'années. Il faut quand même ça pour qu'un sol redevienne vivant et qu'on retrouve ce type de sol très drainant en fait. Ouais, qu'il soit pas du tout compact, assez aéré, Ouais, où l'eau exactement. puisse partir en profondeur. For what they do, I never cared for what they know. But I never cared for what they say. Never cared for the games they play. Never cared for what they do. Never cared for what they know. But I know. So close. Donc, après la visite des vignes, nous sommes donc avec Thibaut dans la cave. Donc, comme on peut voir, les blancs 2018 sont en fermentation. Et on va un peu parler vinification avec Thibaut. Donc, tu nous as montré la vigne, comment tu fais pour essayer d'avoir le meilleur raisin possible pour déjà avoir fait l'essentiel. Ensuite, Exactement. donc, étape importante, le pressurage. Comment tu fonctionnes? Quelle est ta philosophie là-dessus? On fait des pressurages assez longs, assez forts aussi, 2 bars, 2 bars et demi. Et pendant 2h15, 2h30, voilà, pour garder pas mal de bourbe. L'idée c'est vraiment de garder tout ce qui est important pour la vinification. Donc voilà, après directement en fût, sans débourbage. Et puis par la suite, des fûts de 228 ou 350 litres. Les 350 litres peuvent garder un peu plus de fraîcheur sur des millésimes dits solaires, ça peut être intéressant pour ça. D'accord. Les 350 litres, 280 litres, tu les choisis en fonction des parcelles? C'est un profil du millésime qui va décider telle ou telle parcelle sera... Un peu les deux, ouais, c'est vraiment adapté à chaque appellation, chaque millésime. D'accord. Mais ouais, c'est un volume, un contenant que j'utilise de plus en plus. Ouais, D'accord. 50 litres. Donc on t'a vu là-haut en arrivant sur les décuvages des chassagne Montrachet rouge. Au niveau des vinifications rouges, comment tu procèdes? Cuvaison d'environ 15 jours, entre 15 et 20 jours, assez longue, donc pré-fermentation à froid. Ensuite, quasiment que des remontages. Je cherche pas beaucoup l'extraction, je veux vraiment avoir des rouges sur le fruit, assez accessible. Et puis voilà, après on va passer à l'entonnage sous peu, quoi, en quelques D'accord. jours. Au niveau du choix des chauffes et des bois, est-ce que tu as une chauffe précise, plusieurs chauffes? Et au niveau de la provenance du bois? Ouais, alors c'est pour la plupart provenance France, centre France et est France. Et puis j'ai fait un essai avec des bois autrichiens. Les Avec fameux fûts Stockinger, Stockinger. voilà. Mais sinon, pour l'instant, grosse majorité de bois français, avec 3 tonneliers différents, des chauffes très moyennes et très longues, D'accord. pour qu'ils ne marquent pas trop les vins. Et puis, après Stockinger, voilà, c'est un essai pour l'instant, mais Ok. à suivre. Et après au niveau longueur d'élevage, donc tu es plutôt sur du 12, 18 mois suivant les cuvées, c'est ça? Ouais, sur les blancs, entre 10 et 18 mois. Et sur les rouges, 12 à 15 mois. À peu près. Donc c'est grosso modo, pour les 18 mois, c'est 12 mois en fût et après quelques mois en cuve avant mise en bouteille. Et les appellations un peu comme les Bourgognes génériques et les petites appellations village, ça serait plutôt 10 mois de fût et 2 à 3 mois de cuve, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc, Et 1 mois en cuve sur colle pour D'accord. clarifier, pas de filtration, donc directement en bouteille Ok. par la suite. On va aller voir une petite expérience qu'a fait Thibaut, il va nous en parler tout de suite. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire donc, de ce fût et de cette expérience? Et ben ça, c'est un essai de cette année, donc une cuvée sans soufre, jusqu'à la fin, jusqu'à la mise en bouteille. Donc voilà, petit à petit, je réduis les doses de soufre, ça fait aussi partie de ma démarche. Et voilà, j'essaye cette année une cuvée sans soufre. Je ne promets rien, mais on verra par la suite ce que ça peut donner. Très bien, on va passer à la dégustation.
Bah, ok. So close, no matter how far. Never gave much more from the heart. Forever trusted who we are. And nothing else. Et on goûte Pucelle. Puny premier cru, La Pucelle 2017. Donc ça c'est remis en masse depuis un mois. C'était en fût avec 40% de fût neuf D'accord. jusqu'au mois d'août et puis ça va rester en masse jusqu'à Décembre. octobre-novembre. Et puis après ça va remonter en cuve sur colle. D'accord. Voilà, et mise en bouteille d'un fruit. Donc début de l'année prochaine. Ouais. Donc c'est vrai, on a un nez très typique de Puligny, assez puissant mais qu'avec de la fraîcheur. On est énormément sur les agrumes, des notes un peu fumées. Ça fait quand même assez mûr au nez, on a le côté vraiment fruit jaune, le brugnon, Ouais. un peu Ça fait d'abricot. toujours mûr et puis on a une bouche par contre très délicate. On n'a jamais dans la lourdeur. Alors on a un beau volume en bouche, une belle structure et un très bel équilibre. Par contre on sent que tout ce volume est vraiment porté par une belle acidité, c'est frais, c'est énergique. Et une grosse longueur en bouche. Ouais. Par contre ça demande un peu de patine parce qu'il y a vraiment de l'énergie dedans. Pour un millésime quand même où vous avez eu un été assez chaud. Ouais, une année relativement précoce. Ouais. Mais la maturation des chardonnays a été lente. Et c'est ce qui fait qu'on a un équilibre quasi parfait à l'arrivée. On a de la puissance, hein. Vraiment de la longe, c'est long en bouche. On enchaîne avec Romanée. Avec Romanée. Donc retour sur Chassagne. Donc là on a un nez un peu plus fermé, c'est un peu plus rond. On a un peu moins de fraîcheur au nez. Par contre c'est très floral, hein, c'est très élégant. On l'a vu tout à l'heure, on fait bien le lien entre les sols qu'on a eu tout à l'heure, C'est ça. le secteur et puis Par contre, par rapport au C'est Puligny, où l'envers. on a vraiment l'attaque en bouche, la puissance, la rondeur qui évolue dans la bouche, et puis ça finit vraiment sur la tension. Ouais. Là, la Romanée, on a l'impression d'une meilleure intégration globale du vin au niveau de la bouche. On a du volume, mais plutôt sans, c'est pas sphérique, ça prend pas toute la bouche. C'est plutôt, ça dure sur la longueur. L'acidité et la fraîcheur, elle est vraiment juste là pour soutenir vraiment ce volume et puis cette structure, cette matière. Ouais. On sent que la bouche est un peu plus en place déjà que le Puligny, parce que le Puligny, on a un peu toute la structure, la matière en entrée de bouche, et puis après ça évolue vraiment sur un côté assez tranchant. Là, c'est tout en longueur. Puis Profil différent. il y a une belle tension, mais c'est moins mordant en bouche. C'est plus délicat, c'est plus... C'est vraiment du velours. Puis ouais, on reste sur un profil de vin assez frais, sur des notes de citron, de petits fruits blancs, la poire juteuse, côté assez floral, fleur blanche, le lys. Belle élégance. Bon. On va passer sur la Si ça dentien. te plaît, tant mieux. Dentien. Ouais. Allez.
donc la dent de chien. Donc là, tu finis donc l'élevage dans la jarre en grès. Ouais, Donc pour C'est ça. apporter plus de tension parce que c'est quand même une parcelle qui a une grosse structure et qui a besoin d'un peu gagner en fraîcheur, c'est ça? c'est ça. Et puis c'est un vin que je trouve pour l'instant pas très harmonieux. En fait, sorti de l'élevage bois. Mais je compte sur la jarre justement pour harmoniser tout ça. Mais en fait, la différence avec une cuve inox, c'est qu'il y a toujours l'élevage est toujours en cours. Il y a toujours un échange Un échange d'oxygène ouais. qu'on n'a pas dans la cuve inox, qui est complètement inerte. On sent quand même du volume dans le nez. Hein. Aromatiquement, on est sur les agrumes, les fruits blancs, les épices, c'est assez complexe. Ça a besoin d'air pour s'épanouir. Un vin qui se dévoile pas tout de suite. On a Ouais, vu il y a- où c'était situé. Ouais. Quand tu es autour du Montrachet, voilà, c'est des vins qui demandent un petit peu de temps. Bon, il y a une matière qui est énorme là-dessus, c'est assez puissant, il y a de la structure. Pour un blanc, c'est assez impressionnant. On est vraiment sur des premiers crus qui jouent quand même dans une catégorie supérieure à certains autres premiers Ouais, crus. c'est ça. Et la puissance du volume, on sent que dessous il y a quand même une fraîcheur, une tension qui porte le tout. Mais il y a encore du volume, ça a vraiment besoin de patine et d'évolution dans le temps. Exactement. Au final, ouais, c'est vraiment extrêmement jeune. Et l'élevage est toujours en cours. On peut comparer avec Blanchot dessus, Oui. qui lui est toujours en fût pour l'instant. Il a passé 10 mois en fût neuf. Au Chassagne Montrachet, premier cru, les Blanchots dessus. Donc parcelle qui est pas très loin des Dents de Chien. On est en dessous du Montrachet, sur une parcelle, une pente qui regarde Chassagne. C'était un vin qui était classé, si je ne me trompe pas, des années 50, pied de Montrachet, grand cru, et qui a été rebasculé en premier cru, les Blanchots dessus. Donc là, on peut dire que c'est quand même les deux super premiers crus de Chassagne. Oui, ils entourent le Montrachet, donc forcément, de par leur positionnement, déjà. On n'est pas Montrachet, mais on est quand même On est sur des un grands très premiers gros crus. premiers crus. Ouais. Ouais, c'est ça. Et des cuvées, des micro, ce que j'appelle mes micro-cuvées chez moi. Là, c'est à peu près 400-450 bouteilles par an sur Blanchot dessus. Alors j'aime beaucoup cette parcelle parce que on a beaucoup de fraîcheur au nez, c'est toujours entre des nez un peu mûrs mais toujours frais. C'est un peu compliqué à expliquer parce que c'est ce qu'on appelle un vin complet, on a vraiment tout dedans. Exact. Malheureusement, il n'y en a qu'un fût, C'est ça. pas beaucoup de bouteilles. Donc voilà, on est sur des notes un peu de tilleul, de brugnon, Ouais, de des arômes de la plus- poire juteuse. Ouais. Des arômes un peu plus frais que les dents de chien. Que les dents de chien, ouais. La dent de chien. En bouche, on a une énergie incroyable. Ouais, une énergie qui arrive tout de suite. Hein. La bouche, elle est ciselée, c'est tendu. On a une grosse matière. On n'a pas une grosse rondeur, c'est vraiment tout en finesse. C'est très très long en bouche. On a une belle minéralité. Alors la minéralité, c'est un mot qu'on galvaude un Ça peu fait en débat, dégustation, ouais. on l'utilise à toutes les sauces. Mais la minéralité, c'est vraiment les sensations, soit un peu aqueuses, salines. Céline, Voilà, c'est vraiment une texture qu'on a en bouche. Et, là, on a une belle présence. C'est une persistance aromatique en bouche qui est vraiment très longue. Et puis on finit vraiment sur ce côté belle tension avec des légers amers d'agrumes et on a vraiment envie d'y retourner. C'est vraiment un très 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 beau terroir. Et bien sûr, à laisser patienter un peu en cave, ça serait dommage de le boire maintenant. Eh ouais. Même punition que la dent de chien, ouais, si
Soit on peut la laisser tranquille 5, 7 ans, Mm. un peu plus dans l'idéal, mais après chacun. Très belle réussite en 17. Mais tu parlais de minéralité tout à l'heure, je pense que c'est la minéralité, c'est avant tout l'expression du terroir. Oui, c'est ce qu'on va chercher. Et, Après, le terroir, il te donne plus ou moins, parce que si tu as des argiles ou du calcaire, tu n'as Exactement. pas Ouais. les mêmes textures en bouche. Mais le problème de la minéralité, c'est que souvent, c'est un mot qu'on sort pour qualifier l'acidité, Ouais. alors que c'est pas cela qu'on vise. On va passer au bâtard moaché. Allez, Bâtard moaché Grand Cru 2017. Donc là, on est juste en dessous du Mont Haché, séparé juste par une route, et au pied d'un superbe amandier. Donc la parcelle est facilement repérable. Eh oui, un amandier avec mon grand-père avait planté. Donc toi, tu es vraiment sur le haut des bâtards Oui, qu'on a vu tout à donc l'heure. côté Chassagne et puis sur la partie haute, donc avec beaucoup de cailloux. Et on a généralement un bâtard avec une belle fraîcheur, contrairement à l'image qu'on peut avoir des bâtards un Oui. peu, je vais pas dire lourd, mais souvent un peu plus. Ouais, c'est vraiment le sol et la partie haute du bâtard qui en fait que c'est un bâtard un peu plus aérien que C'est ça, l'archétype du bâtard. tout à fait. Et donc là, en termes de production, on a 2 fûts. Donc là, c'est quoi? T'as 4 Ouais. ouvrés, c'est ça, en bâtard? Oui, c'est ça. Et, Donc l'ouvrier, c'était ce qu'un ouvrier pouvait travailler en une journée tout seul, c'est bien ouais. ça. C'est 416 mètres carrés, exactement. Et là, donc, une production de 800 bouteilles à peu près sur les bâtards. Dans une année normale, entre guillemets. Alors là, on sent de suite un vin un peu plus sur la retenue qui a besoin c'est un vin avant mise en bouteille qui est, on va dire, à l'adolescence. Le vin, il se donne, dur à il se appréhender. donne pas au nez. En bouche, on sent qu'il y a tout, mais il est renfermé sur lui. Et après, en bouteille, il va s'épanouir. C'est un grand cru. C'est des superbes vins, complets, grande complexité, longueur en bouche exceptionnelle. Mais c'est des vins qui ont besoin de temps et de patience. Ouais. C'est pas les plus faciles à goûter en cours d'élevage. Toujours un peu renfermé, un côté un peu austère. Et qui s'exprime avec le temps. On sent qu'il est sur la retenue, mais quelle bouche. La tension, du volume, une structure. On revient toujours à cette sensation saline qu'on a en bouche, Ouais. qui vient tapisser la langue, mais là, elle vient même sur les joues. Et puis une longueur en bouche, là. Ça a besoin encore quelques mois de patience en cave, et puis après. C'est ça. Là, Mise en il y a bouteille, encore 3 mois après ça, d'élevage, à peu c'est près. le potentiel vieillissement de bouteille comme ça, à 30-40 ans, on peut aller jusque-là. Ouais, généralement elles y Même vont plus. pas parce que le consommateur va la déboucher avant. Mais allez, 10-15 ans, je trouve que déjà c'est correct. Bah donc on va goûter un Cairé 2016. 2016, Voilà. ouais. Qu'on a mis en bouteille en décembre dernier. Qui a eu le temps de se reposer un peu. Voilà, dédicace aux copains qui peuvent plus acheter dans le chien, il y a des Cairé, mais nous on en boit une. Je regarde quelques-unes en café. Heureusement. En 2016, millésime tardif, dû à la gelée. En plus c'est sur une parcelle où t'avais gelé quand même assez sérieusement. Ouais, gelée à 50%. Ouais. On sent déjà quand même une belle concentration du haut millésime, petit rendement, très petite quantité à cause du gel. On sent qu'il y a déjà une belle concentration au nez par rapport à d'habitude où c'est plus frais. Parce que c'est un terroir qui est en général assez frais, tendu. Là c'est un millésime un peu atypique. Ouais, avec des raisins un peu plus mûrs et forcément un profil de millésime complètement atypique.
Donc on retrouve un peu des profils de fleurs jaunes, fruits jaunes, des notes un peu de réglisse, de poivre. On retrouve vraiment en bouche le profil du terroir, c'est quand même assez droit en bouche. Ouais, on retrouve le profil en Un très beau volume, des notes un peu de noisettes, de fruits jaunes qui s'entremêlent, un peu d'épices, un peu d'agrumes confits. C'est assez complexe en bouche, une belle longueur, une finale sur des légers amers. Vraiment une belle bouteille. Est-ce que d'après toi c'est un millésime qui va vieillir aussi bien que des 15, des 14, des choses comme ça ou... C'est une bonne question. Le problème des millésimes atypiques, c'est qu'on a toujours un point d'interrogation sur le temps de garde, même si j'ai aucun doute sur mes vins en général. Sur des premiers crus comme celui-ci, 4-5 ans sans problème. Je pense que c'est dans l'idéal, entre 4 et 7 ans. Quel que soit le millésime. On peut aller plus loin. Après, on peut aller plus loin ou pas, selon les millésimes. Ou selon Dernièrement, les on avait bu un Magnum de 2007 chez toi et de 2010 qui était ultra juvénile, pourtant dans la 2018. Exactement. Ça dépend des goûts de chacun après. Certains clients attendront 15 ans. C'est vrai qu'on a tendance à boire les vins un peu jeunes. Moi, j'aime beaucoup les vins avec de l'évolution. Mais c'est vrai que les goûts de la clientèle, souvent, quand on leur propose des blancs, peu importe la région en France, qui ont 4-5 ans, il y a des clients qui sont plutôt réticents, qui demandent des blancs qui ont 1 ou 2 ans, qui sont plutôt sur la fraîcheur, le côté un peu juvénile. C'est vrai. Et puis il y a les amateurs qui aiment les vins avec 10, plus 20, aromatique. 30 ans d'évolution, où il y a plus de complexité, plus de patine. Ouais. Après, il en faut pour tous les goûts. Ouais, bah moi je me situe entre les deux. Dans l'idéal, entre 8 et 10 ans, je trouve que c'est là qui sont, pour moi, au meilleur. Mais, il faut pour tous les goûts. Donc, du coup, là, tu cires tes meilleurs terroirs. Est-ce que la cire, pour toi, c'est un objectif pour améliorer la gestion de l'air dans la bouteille pour le vieillissement, ou c'est juste esthétique? Bah, c'est un peu les deux, ouais. C'est d'abord pour la conservation et pour l'évolution un peu plus lente, un plus. Et puis oui, il y a le côté esthétique un peu traditionnel. Il faut expliquer, la cire, elle n'est pas totalement hermétique à l'air, mais elle a des pores qui laissent passer. Il y a encore un échange avec l'oxygène. Oui, il y a encore un échange d'oxygène, mais réduit, parfois ça peut compléter un bouchon qui est un peu défaillant en termes de porosité et permettre d'avoir des bouteilles plus régulières à l'évolution, parce qu'on a souvent des vins qui ont un peu d'évolution. On va prendre 2 bouteilles, il y en aura une, elle aura un peu plus d'évolution et l'autre, elle sera d'une fraîcheur incroyable. Ouais. Donc la cire permet aussi souvent de corriger quelques défauts de bouchon. Alors les goûts de bouchon, les choses comme ça n'influe en rien, mais ça permet de garder une régularité sur l'échange d'une bouteille à l'autre, sur l'échange air et vin. Ouais. Donc pour l'instant, moi je le fais sur les grands crus et premiers crus blancs, et puis grands crus rouges aussi, Corton. Voilà, les autres étant de garde un peu plus De moyenne garde. Ouais. So close, no matter how far. Never gave much more from the heart. Forever trusted who we are. And nothing else matters. Alors Geoffroy, Bâtard 85. C'est plutôt Ça pas me mal. parle ça? J'ai pas souvenir d'en avoir goûté récemment. Je sais 85, un millésime que j'apprécie particulièrement. Tu l'apprécies Bâtard, particulièrement j'ai pas par goûté. rapport à quoi? Bah, je sais pas, je trouve que ça a gardé un équilibre assez spectaculaire.
C'est quoi, c'est du la cire qu'il y a sur l'eau de la bouteille? C'est une bonne question. Je sais pas du tout. Peut-être qu'il y a un peu de cire, peut-être que c'est la capsule qui a fait cet effet là, je sais pas. Donc, la Un carafe, grand ou pas moment d'histoire. à ton avis? Non, pas de carafage. Ouais, du coup. Elle aurait une dizaine, quinzaine d'années, on pourrait carafer. Là, 85. Elle a 2 ans de plus que moi, la bouteille. Je pense que t'as passé la mèche. Ouais. Ah. Il est presque venu complètement. Alors. C'est ça. Par contre, il sent bon. Ah, ça y est, t'as passé le bouchon. On a une chic. Un bouchon en miettes. Ouais, je t'aurais. C'est les aléas des vieux bouchons. Le vieux bouchon, Exact. si t'enfonces mal la mèche, tu casses. Et puis parfois, ils sont trop friables et ils cassent quand même. Ça y est. Le dernier bout. Une belle couleur, mais étonnamment, la couleur, je m'attendais à ce qu'elle soit plus évoluée, tu vois. On a une belle couleur jaune or, mais on pourrait s'attendre à une couleur beaucoup plus intense pour un vieux blanc. Ah, étonnant. Au nez, on a grillé. On n'a pas de note d'oxydation, madérisation, c'est... Non. Il y a toujours une belle fraîcheur. Ouais. Donc 85, hein, j'étais même pas né. Oh, c'est incroyable. Donc là, on est à une période où la chimie existait déjà, mais où il y avait encore beaucoup de matière organique dans les sols, en fait. Et ce qui fait qu'on avait des sols encore vivants, et qu'on a un vin qui est encore vivant, tu vois, 35 ans plus tard, 33 ans plus tard. Et donc pour l'histoire, c'est un vin qui a été produit donc par ton grand-père avec ton père qui Ouais. commençait à travailler avec lui. C'est ça. C'est encore sous l'étiquette Marc Moret, parce que ça appartenait à mon grand-père. Et mon père travaille avec lui un petit peu, et puis avec son beau-père en même temps. Mais il s'est équipé petit à petit, il a racheté ses caves, il a construit une cuverie ici, donc ça s'est fait petit à petit. Mais c'était Bâtard Montrachet qui était encore en vieille vigne, voilà, qui a été replanté entre temps, mais ça c'était de la vieille vigne. Ah, l'intensité du nez, et puis quelle jeunesse encore. Bon, nous sommes désolés, c'est l'heure de l'apéritif, on ne recrachera pas. Mais à consommer avec modération. Ouais, oui, on n'a même pas pris de crachoir. Tu recraches pas une bouteille comme ça va pas. Non. C'est dommage. On a une fraîcheur dans ce vin. On voit vraiment ce qu'un grand cru peut devenir. 33 ans, une fraîcheur. Donc la fraîcheur, c'est l'acidité, hein, mais c'est plus élégant de parler de fraîcheur et de tension. On a une longueur en bouche incroyable, on a du gras, on a de la structure. C'est un vin, on peut encore le garder. Malgré le bouchon qui est dans un état un peu fatigué, c'est une bouteille qui a encore un potentiel de garde incroyable. C'était comment 85 ? C'est une très bonne question. Parce que on a quand même une générosité dans la bouteille, donc est-ce que c'était pas un millésime assez exceptionnel avec plutôt beaucoup de solaire. chaleur, plutôt solaire, Si, je pense. mais il y a un, plutôt il y a un solaire, équilibre. Ouais. Une belle robe dorée.
Mais c'est encore l'époque où ils gardaient 4-5 millésimes en cave, tu sais, ils les vendaient pas Ouais. tout de suite. Et tu vois, là, tu te fais une belle côte de veau, des cèpes, des girolles, la bouteille de Bâtard Marché 85 et t'es le roi du monde. Bon appétit.